Alors, je me tourne vers nos amis. Est-ce que sur le stock des entreprises à reprendre, les flux, les méthodes, etc., il y a des réactions immédiates, voire des contestations de chiffres? Non? On est bien dans le cadre? Alors, je vais me tourner vers... Je pense qu'on est absolument dans le cadre et il se trouve que je partage une grande partie. Je ne sais pas si le micro fonctionne, si Si, tout le monde si, on m'entend dans la t'entend. salle. On t'entend Ça y est, très bien. je n'avais pas le retour, c'est pour ça. Non, non, je crois que sur les chiffres qui ont été évoqués et l'approche même qui doit être celle du cédant et du repreneur, il n'y a pas de remarque particulière, cher Jean-Luc. Moi, ce que je souhaiterais, c'est, avant de revenir sur la reprise peut-être, c'est reprendre le contexte global dans lequel se situe notre économie et l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les banques pour bien éclairer le sujet au fond du financement que vous avez évoqué, cher monsieur, et de la reprise. Notre économie est dans une situation sensiblement dégradée. La récession n'est pas encore là et on parle royalement pour 2013 d'une croissance entre 0,4 et 0,8% selon qu'on se réfère aux Quand on organisateurs cherche le deuxième ou à la police, chiffre, dit-on dans les après la manifestations. virgule, c'est Mais jamais là, très bon. c'est le FMI ou les projections gouvernementales. C'est pas bien flamboyant comme croissance. Les causes, en quelques mots, identifiées à ce stade, c'est une atonie de la demande intérieure et un niveau d'investissement extrêmement faible de la part des entreprises. Il faut bien noter que nous avons en France euh, un niveau de marge calculé à partir de l'EBE sur la valeur ajoutée qui n'a jamais été aussi faible statistiquement depuis 1985. Et cela pèse évidemment sur les capacités d'investissement des entreprises. Donc le contexte n'est absolument pas flamboyant. Vous rajoutez à cela un moral, une confiance qui est en berne auprès des chefs d'entreprise, puisque cet indicateur-là est mesuré depuis 1992 par l'Ipsos et il n'a jamais été aussi faible dans notre pays qu'actuellement, et vous avez une situation sensiblement dégradée. Alors, est-ce que dans cet univers un peu sombre que je vous décris, les banques vont continuer à faire leur métier qui est de faire du crédit et de s'inscrire, de s'investir dans l'économie réelle? C'est bien ce que font d'ailleurs les banques que je représente aujourd'hui. Eh bien, pour pouvoir le comprendre, il faut intégrer deux éléments issus de la réglementation bancaire que je vais vous livrer, puisque nous avons ici un public averti. Les banques sont contraintes de mettre en place les ratios dits de Bâle III. Ce sont des ratios réglementaires qui concernent la solvabilité et la liquidité des banques. Ces ratios, initialement, devaient être mis en place entre 2013 et 2018. Ils ont été mis en œuvre à la suite de la crise terrible qu'on a connue en 2008, et leur mise en place devait être progressive. Simplement, l'univers dans lequel on évolue est un univers assez exigeant au niveau des marchés financiers, évidemment. Et dès lors que les ratios ont été connus par les marchés, l'ensemble des analystes ont exigé des banques, notamment des banques cotées, ce qui est moins notre cas, que ces ratios soient mis en œuvre par anticipation. Si bien que les ratios dont je vais vous parler un petit peu sont exigés par les analystes depuis juin 2012 et sont publiés par les banquiers depuis juin 2012, donc par anticipation. Ce qui induit dans la façon de faire de la banque au quotidien un certain nombre d'ajustements. Deux points sont concernés par cette réglementation. La question de la solvabilité et du ratio de solvabilité. Qu'est-ce que c'est pour nous banquiers la solvabilité? C'est la capacité avec nos fonds propres de rembourser les défauts de nos clients, c'est-à-dire nos créances clients. Et pour un même niveau de crédit, on exige des banquiers plus de mobilisation de capitaux propres. Donc les banquiers ont dû faire des choix par rapport à cela. Moi, je vais vous dire le choix que nous, Banque Populaire, on a fait sur le sujet, puisqu'il ne s'agit pas de restreindre l'offre de crédit. Le choix que nous avons fait, c'est de concentrer nos efforts et l'ensemble de nos capacités de production de crédit aux petites et moyennes entreprises de notre pays. C'est un choix très clair et c'est un choix qui est un choix de raison. Les entreprises du CAC 40, qui par ailleurs sont nos clients dans notre filiale de banque de financement et d'investissement, ont un accès direct au marché financier et peuvent émettre de la dette, émettre du capital et donc ont un dispositif de financement qui est sensiblement moins intermédiaire que les petites et moyennes entreprises de notre pays qui n'en ont pas accès encore aujourd'hui. Donc nous, le choix, on l'a fait, il est très clair et il consiste à poursuivre l'engagement auprès des petites entreprises sur le volet du crédit. Ça, c'est pour la solvabilité. Sur la liquidité maintenant.
Le ratio de liquidité, pour nous, il mesure notre capacité à faire face à un retrait massif de dépôts sur nos livres, hein, comme on a connu chez Northern Rock en Angleterre et qu'on a failli connaître dans différents pays d'Europe. Ce risque de liquidité est d'autant plus important que vous dépendez de vos refinancements sur les marchés financiers et non de vos clients. Donc, pour mieux gérer ce risque de liquidité, l'ensemble des banquiers a accentué le niveau de relation que nous pouvons avoir avec nos clients pour collecter plus de ressources clientèle, plus de flux de la part de nos clients et être moins dépendants de nos créanciers institutionnels, c'est-à-dire des créanciers de marché qui, au premier revers de fortune, se retirent et vous assèchent complètement. Donc, solvabilité, hein, liquidité, deux enjeux pour les banques aujourd'hui qui induisent des choix en matière de crédit et des choix en matière de relations bancaires. Avant, c'était une bonne pratique d'avoir une part de flux, donc de chiffre d'affaires domicilié dans nos livres, cohérente avec la part des crédits. C'est devenu un enjeu vital pour nous qui sommes banquiers. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans nos agences en cette année 2012 et en moyenne? On observe une hausse des tirages sur les lignes de trésorerie. Effectivement, ce qui n'est pas un excellent signe, mais la hausse est factuelle. C'est lié à la réduction de la durée du crédit fournisseur et des délais de paiement, ou est-ce que c'est plus profond? C'est assez difficile à approcher par le haut. La LME a eu des incidences variables suivant les secteurs. Il y a des grands perdants et des grands gagnants de la LME. En moyenne, ça a été légèrement positif sur le BFR. Non, les tensions, elles sont claires sur la trésorerie. Je souhaiterais rajouter à cette question de la trésorerie la question des investissements moyen-long terme, sur laquelle, en revanche, les niveaux de production, eux, sont en baisse significative. Hein. C'est de l'ordre de 20%, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et on observe dans nos agences une baisse de la demande de crédit. Et oui. C'est-à-dire que le manque de visibilité, les problèmes de confiance qu'on évoquait tout à l'heure, donnent lieu à une restriction dans la demande de crédit que l'on fait aux banquiers. Et plutôt que de faire des grands discours, il faut, je pense, citer des chiffres pour objectiver le débat. Et il y a un baromètre qui existe depuis une douzaine d'années, qui est le baromètre CGPME-KPMG, qui analyse l'ensemble des questions liées au crédit. Que nous dit ce baromètre? En septembre 2010, 23% des dirigeants se restreignaient dans leur demande de crédit aux banquiers. En octobre 2012, ils sont 36% à le faire. Donc ils sont de plus en plus nombreux à se censurer dans l'accès au crédit. Tout cela dans un contexte qui, de mon point de vue, s'est largement normalisé et pacifié. Quand je parle de contexte, je parle des relations entre les banques et leurs clients. C'est lié à, évidemment, beaucoup d'échanges sur le terrain. C'est lié à l'arrivée de la médiation et du médiateur du crédit. C'était une opération que nous regardions avec circonspection lorsqu'elle nous a été proposée par les pouvoirs publics. L'ensemble du secteur bancaire, dont les banques populaires, a signé son renouvellement pour l'année 2012. Qu'est-ce qu'on a observé dans le cadre du médiateur du crédit en termes de volume? Puisque c'est pareil, on peut dire l'attitude des banquiers par rapport au crédit, etc. Je pense qu'il faut citer des chiffres. En 2010, 600 dossiers remontés au niveau national, au niveau du médiateur de crédit. En 2011, 300. Et en 2012, nous sommes sur une tendance de 200. Donc je crois que c'est sain et c'est la preuve que nous avons en France un secteur bancaire qui est responsable et qui joue le jeu de l'économie. Et je le mettrai volontiers sur le compte de l'existence d'un secteur mutualiste extrêmement puissant. Qu'est-ce que c'est le mutualisme? C'est de la banque en proximité, c'est de la banque dans nos régions, c'est la banque de l'économie réelle, c'est la banque qui nous plaît, nous les banques populaires. Voilà. J'appelle ça l'argent se fait goutte à goutte. Exactement. Sur la transmission elle-même, bon, nous, ce qu'on observe, c'est pour le cédant, d'abord une vraie question, c'est est-ce qu'il veut vraiment céder? Je crois que le cédant doit sans doute avoir une réflexion, elle est souvent conduite, parfois un peu moins conduite, sur ses réelles motivations. Et on a un certain nombre de cédants qui font les premières démarches, des démarches assez lourdes, et qui, le moment venu, n'ayant pas forcément mesuré toutes les implications,
pour sa vie du quotidien, pour sa vie personnelle, eh bien, décide de ne pas vendre. Ensuite, il faut pouvoir, je crois, valoriser son entreprise, alors pas forcément au sens comptable, au sens premier, mais la valoriser en poursuivant les investissements jusqu'au bout. Car l'habillage du compte de résultat par un sous-investissement les années qui précèdent la reprise est un leurre qui ne tient pas longtemps lorsque le repreneur est aguerri. Donc le niveau d'investissement et donc l'engagement dans une dynamique de développement de l'entreprise jusqu'à la fin est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, sur les enjeux de la reprise, il y a un point au-delà de l'emploi qui est majeur dans notre pays, qu'on peut citer, c'est la question de la retraite du dirigeant. Pour les petites entreprises, vendre son entreprise, c'est souvent se constituer une retraite correcte, car les taux de remplacement de la retraite au niveau des travailleurs non salariés sont extrêmement faibles. Et donc, il y a aussi des enjeux de retraite derrière la reprise. Donc voilà, en quelques mots, j'ai essayé de vous traduire l'ambiance dans laquelle une question indiscrète, est-ce que vous financez plus facilement un repreneur qu'un créateur, ou est-ce une légende? Écoutez, sur la création d'entreprises, les dispositifs OSEO, le prêt complémentaire que nous faisons, permettent de couvrir les plus petites créations. Et je crois que, sauf à être dans des activités industrielles extrêmement capitalistiques, où là, il faut tout de suite gérer des questions de levée de fonds avec des investisseurs en capital, on arrive à adresser au moins le bas du marché de la création. Sur la reprise, nous, ce qu'on a fait, c'est on a passé un accord avec le Fonds européen d'investissement, avec notre société de caution mutuelle qui s'appelle la Socama, qui permet aux repreneurs de financer jusqu'à 150 000 €, on parle là de très petites entreprises, en limitant sa caution personnelle à 25 %. Voilà. Donc en fait, ce partenariat que nous avons monté avec le Fonds européen d'investissement nous permet de protéger relativement le repreneur lorsqu'il souhaite faire une reprise. Et évidemment, dans ce cas-là, le banquier est sensiblement plus enclin, pour répondre à votre question, à accompagner et à financer la reprise. Je terminerai par un point sur le crédit qui me paraît très important. Est-ce que les banques font du crédit? Bon, ne serait-ce que formuler la question est assez méconnaître ce qu'est le compte de résultat d'un banquier. L'activité de crédit pour un banquier, c'est 60% de son chiffre d'affaires. Si un de vos clients vient vous voir pour vous dire « Cher monsieur, chère madame, je vais arrêter le produit rentable sur lequel je fais 60% de mon chiffre », quelle serait votre réaction? Non, les banquiers vont faire du crédit. En revanche, les stratégies, selon qu'on est une banque mutualiste ou une banque intégrée, selon qu'on a beaucoup de capitaux propres ou moins, vont être différenciées suivant les banques. Et puis, au bout du bout, ce qui compte, c'est la relation au quotidien, la relation intuitu-personnée qu'on a avec un conseiller de clientèle sur le terrain. Et ça ne s'approche pas par des discours généraux par le haut. Voilà. Merci. Merci. Je me tourne vers les membres. Est-ce qu'il y a des réactions immédiates, des questions, voire des contestations? Non, on gardera toutes les questions pour la fin. On peut faire quelques observations quand même sur le banquier, parce que le banquier vient de nous dire qu'on doit avoir confiance dans son compte. Et je crois qu'il a raison, hein, que c'est des comptes qu'on ne peut pas comprendre, oui. Si j'ai bien entendu. Je souhaite simplement qu'eux les comprennent. Ce qui n'est pas tout à fait évident dans la période qu'on a vécue ces années dernières. Mais c'était juste une petite observation. J'ai du mal à m'exprimer, un peu polémique. Et surtout que vous nous avez expliqué qu'on mettait nos sous sur vos livres, ce qui, évidemment, pour un béotien, est inquiétant. Hein, les banques de dépôt, c'est des dépôts sur nos livres. Il faudrait de temps en temps prendre un vocabulaire qui donne aux déposants confiance. Hein, parce que c'est utile quand on parle de banquier. Bon, c'était juste un petit peu pour rebondir, mais en définitive, il a posé les vraies questions sont posées par les deux interlocuteurs précédents. Le premier, c'était évidemment de s'interroger sur est-ce que c'est une reprise, est-ce qu'on est en capacité, il va moins sonner, voilà. En capacité de pouvoir avoir les compétences qui permettent aux repreneurs d'exercer. Et j'ai bien aimé
le fait qu'ils disent que moins on est accompagné, mieux c'est. J'ai le sentiment qu'une reprise, c'est ce que vous disiez, M. Fouché, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait la volonté de s'autonomiser très rapidement. Et, pour relancer. Et puis, la question financière, j'y reviendrai tout à l'heure dans la fiscalité, me semble tout à fait importante parce que dans les petites entreprises, je veux dire les très petites entreprises qui sont oubliées en définitive, y compris d'ailleurs dans nos propres discours, parce que très rapidement on passe de l'entreprise individuelle à la société. Mais en réalité, dans les centres de gestion, eh bien, ce sont des entreprises individuelles dont on parle. Et ils sont oubliés. Ils sont oubliés à tous les niveaux, j'allais dire. Et je m'exprimerai tout à l'heure, notamment en fiscalité. Je n'ai pas toutes les compétences économiques et financières, mais les frais financiers sont maltraités. Les investissements incorporels, comme ça a été évoqué, ne sont pas traités non plus. Et donc, on a quelques soucis. Et peut-être faudrait-il se poser davantage de questions pour l'entreprise individuelle que pour les autres types d'entreprises, notamment les sociétés. Et de ce point de vue, je rebondirai sur le banquier pour lui poser une question simple, mais utile pour l'assistance, c'est est-ce qu'il considère que la création de l'EIRL est quelque chose de positif ou de négatif du point de vue du financement? Au fond, la question est simple, c'est est-ce que une reprise sous forme de URL fait qu'ils auront plus de financement ou moins que s'ils étaient en entreprise individuelle classique. Voilà une question de base qui me semble utile à avoir une réponse. Merci. La Ils sont couchés tard, la création de l'EIRL début 2011 est un rendez-vous manqué avec l'ensemble de l'artisanat, puisqu'elle a été, ce statut de IRL a été mis en place dans des conditions d'application absolument bâclées sur le plan fiscal et plus globalement sur la façon dont un entrepreneur individuel accède à ce type de statut. Les questions de déclaration du patrimoine affecté, les questions de transfert entre le patrimoine personnel et le patrimoine affecté n'ont été traitées que très tardivement. Et aujourd'hui, le nombre de IRL dans notre pays montre que le statut n'est pas attractif en soi pour les entrepreneurs individuels. Alors, est-ce que le fait d'être EIRL, c'est votre question, emporte décision de crédit? Pas plus que le fait d'être entrepreneur individuel ou un SARL. Ce que je veux dire, c'est que la décision de crédit n'est pas basée sur un statut juridique ou uniquement sur un statut juridique. C'est une des composantes du fondement de la décision de crédit. La décision de crédit, elle porte sur un projet, elle porte sur la compétence d'un homme qui porte le projet, elle porte sur un business plan, même si on peut l'enjoliver, disait mon voisin. Elle porte sur est-ce que la CAF couvre l'échéance, pardon. Donc, elle porte sur l'environnement juridique et fiscal du porteur du projet. L'EIRL en soi donc n'est pas un vecteur qui emporte ou pas décision de crédit. C'est un point parmi d'autres à prendre en compte dans le montage d'un dossier de financement. Est-ce que l'EIRL nous pose problème? Non. Dès le mois de janvier, pour autant, dès le mois de janvier 2011, nous avons fait des financements à des EIRL. Et je rajouterai que depuis 1995, nous faisons des crédits sans caution personnelle au monde professionnel avec notre société de caution mutuelle. Si je parle du crédit sans caution personnelle, c'est qu'au fond, dans la genèse de l'EIRL, il y a bien cette volonté assez légitime, je dois dire, d'éviter les drames dans lesquels certains emprunteurs se trouvent lorsque nous exerçons nos garanties. Et nous avons raison, au passage, d'exercer nos garanties, puisque les dépôts qui sont faits sur nos livres comptables, cher monsieur, j'insiste, sont notre matière première et que notre matière première ne nous appartient pas. Elle appartient à nos clients, ce qui est une spécificité du secteur bancaire aussi que je dois souligner. Donc, dans la genèse de l'URL, il y avait cette volonté de protéger le patrimoine privé des entrepreneurs individuels. Et cette volonté, on ne peut pas la discuter. Et je dirais, pour nous, elle ne pose pas de difficulté puisque nous avons une société de caution mutuelle qui permet et qui permettait avant l'EIRL de le faire. J'ai essayé de répondre le plus précisément possible à votre question. Yves Fouché. Je ne sais pas si on...
si on a déjà le droit de se taquiner ou pas. Mais, Si, parce que voilà. encore deux personnes à qui je vais passer la parole, mais vous avez tous les droits. C'est pour ça qu'on est ensemble. Alors, pour commencer, alors je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'un entrepreneur doit être garanti à je ne sais combien de centaines de pourcents et ne prendre aucun risque. C'est la négation. Au même titre que l'histoire de l'URL 1 euro ou de la SRL 1 euro, c'est une autre aberration. C'est en tout cas mon point de vue. Ensuite, vous avez dit, c'est là qu'on va peut-être se taquiner un peu, que les entrepreneurs s'auto-censurent. C'est assez curieux parce que je n'ai pas ce sentiment du tout, voyez-vous. J'ai quand même accompagné quelques dizaines de reprises d'entreprises ces 10 dernières années. Jusqu'en 2008, si vous aviez un bon dossier, vous pouviez envisager très sérieusement de réaliser l'opération avec 15% d'apport. C'était tout à fait jouable. Aujourd'hui, si vous arrivez avec moins de 30%, la probabilité de passer le dossier, elle est à peu près nulle. Alors, je ne sais pas où est l'autocensure, mais évidemment, les entrepreneurs ont des conseils qui leur disent « Vous avez combien d'apport ?» 15%. Bon, ben, rentrez chez vous. Alors, évidemment, ils sont autocensurés. Mais la réalité, c'est que parce que vous avez évoqué BAL 3, parce qu'on connaît bien les banques, parce que les banques font 60% de leur chiffre d'affaires avec effectivement du crédit, mais enfin elles ne font pas 60% de leur marge avec ça. Donc aujourd'hui, il y a quand même une réalité, c'est que l'accès au financement, ou alors j'ai vraiment pas de chance, pourtant je travaille avec beaucoup de banquiers, il est quand même singulièrement moins facile aujourd'hui qu'il n'était hier. Et alors, deuxième taquinerie, pardonnez-moi, mais j'entends beaucoup de banquiers dire « mais moi je fais des offres, elles ne sont pas acceptées, c'est différent ». Ben oui, parce que quand on a multiplié le nombre de garanties pour accorder un éventuel crédit, ça devient tellement inhumain qu'un certain nombre qui n'ont pas perdu le sens commun disent bah non, là je ne peux pas y aller quand même. Donc je ne critique pas les banques en disant cela, mais je crois aussi qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont, et elles sont de telle manière qu'aujourd'hui l'accès au crédit est quand même singulièrement moins facile qu'il n'était il y a 3-4 ans. Juste un petit mot pour tout le monde. On a choisi la Banque Populaire parce qu'ils font 42% d'ouverture des comptes des créateurs d'entreprises. Mais on savait quand même que Franck Oniga allait répondre pour tout le secteur bancaire. Non, mais, pour le secteur bancaire, moi je ne suis pas porte-parole de la FBF et je vais engager très modestement uniquement les banques populaires qui certes ont 42% des entreprises de notre pays. Non, je crois que moi je ne nie en aucun cas l'existence de difficultés dans l'accès au financement, mais ces difficultés, elles existaient avant 2008, elles ont été sans doute accentuées au moment de la crise, puisque je me souviens parfaitement qu'il y a eu un mouvement assez terrifiant au niveau de nos agences, un double effet, hein. D'abord une inquiétude de notre part sur notre modèle et sur notre je dirais, pérennité, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et puis, à l'époque, en 2008, une inquiétude terrible de la part de l'ensemble des agents économiques. Non, je crois qu'en face de ce sentiment, de cette réalité que vous percevez, moi, je vais simplement vous donner des chiffres. Hein. Je vous dis 36% des entreprises, hein, des entrepreneurs. C'est pas moi qui le dis, c'est ACGPME et KPMG. Donc, j'ai pris un chiffre externe exprès, hein, pour pas qu'on me taxe d'être partie prenante. 36% disent se restreindre. Et il se trouve que ce chiffre-là, lorsqu'on le croise avec une autre réalité que moi je perçois dans nos banques populaires régionales, confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit dans nos agences? Eh bien, on voit de moins en moins de demandes de financement. Voilà, on voit de moins en moins de demandes de financement. Je crois qu'il y a le contexte économique que j'ai essayé de décrire tout à l'heure très sommairement, pardon pour cela, mais il y a aussi le fait que pour un certain nombre d'emprunteurs, on anticipe une rigueur, une fermeté ou une fermeture même des guichets qui n'existe pas pour la banque que je représente, je le réaffirme. Voilà. Donc ça, c'est une autre réalité des agences. Nous avons moins de demandes de crédit. Et puis considérer que mon caractère très positif sur l'octroi de crédit est une invitation à tous ceux qui connaîtraient les porteurs de projets à rejoindre la Banque Populaire. Bien, je crois qu'on va passer le micro. Oui, cher ami, si vous voulez bien nous évoquer les perspectives donc, de la réglementation et de la fiscalité, puisque écoutez, vous avez accepté ce challenge. Oui, enfin, j'ai surtout accepté le challenge de dire que
beaucoup de sujets sont déjà traités et que la question fiscale n'est pas le sujet essentiel de la reprise. D'ailleurs, ça se voit bien. La question principale, c'est le marché. Et je ne suis pas aussi pessimiste que ne l'est mon voisin. C'est que pour la très petite entreprise, je crois, mais je peux me tromper, elle a plus de difficultés face à la concurrence, et peut-être même des grandes surfaces, si on peut dire des gros mots dans cette salle, que sur la crise économique. D'habitude, il y a un bruit de tonnerre, mais là, pas aujourd'hui. Parce que, malgré tout, dans notre pays, compte tenu du système qui est le nôtre, eh bien, le pouvoir d'achat ne diminue pas autant que dans d'autres pays. Et on l'a vu dans la crise, et je pense que sur le commerce dit de proximité, ils s'en sortiront encore assez bien, y compris dans les difficultés macroéconomiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais il y a un autre sujet, c'est un sujet du marché, c'est la concurrence, etc. Ça, c'est un sujet sur lequel les pouvoirs publics ne peuvent pas grand-chose, si je puis dire, sauf à légiférer comme ils le font. Donc ça, c'est quand même la question principale, ce que rappelait M. Fouché tout à l'heure, en disant le problème, c'est le chiffre d'affaires. Ben oui, c'est le chiffre d'affaires. Si on a un bon chiffre d'affaires, c'est mieux que si on a un mauvais. Ça paraît assez évident. La deuxième question, c'était le financement. Je ne vais pas y revenir. Et moi, je m'interroge, je vais rebondir sur d'abord la question de savoir si les prix sont trop chers ou pas assez chers des cessions. D'abord, il faut replacer, je vais replacer, parce qu'on n'a pas encore évoqué du tout la question de la transmission à titre gratuit. Et il me semble que dans les statistiques, les transmissions à titre gratuit pèsent aussi de manière relativement importante. Et c'est l'importance de la famille dans les petites entreprises, dans l'entreprise individuelle, qui travaillent en famille, qui se transmettent encore en famille, etc. Et donc tout ça, c'est important de souligner. Mais si on revient à la cession de l'entreprise, on a un régime fiscal, il faut dire les choses, qui est extrêmement favorable aux cédants. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de cédants d'entreprises payent ou acquittent le moindre impôt sur les plus-values. Or, on vient d'indiquer que c'était peut-être la question du prix qui était essentielle. Pourquoi ? Parce qu'on a un dispositif d'exonération de la très petite entreprise, et il y a beaucoup d'experts comptables dans la salle et d'entrepreneurs, ils savent parfaitement que dans la très petite entreprise, à moins de 250 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, on est exonéré sur le montant total de la plus-value et de toute imposition. La toute imposition, ça veut dire l'impôt sur le revenu et ça veut dire les prélèvements sociaux. Ce que je viens d'évoquer, c'est un coût de 35%. 35% du prix qui est totalement exonéré. Eh bien, quand vous regardez l'environnement, le panorama fiscal actuel, est-ce que vous pouvez encore trouver quelques centaines de milliers d'euros totalement exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux? Vous trouvez que c'est dommage ou je trouve, vous dites pourvu que ça dure? Attendez, je suis cohérent, vous allez voir. Je rebondis. Donc, il y a une première exonération. Il y a une seconde exonération qui vise ce qu'on appelle les petits fonds de commerce, mais les petits fonds de commerce, c'est quand même à 300 000 €. 300 000 € exonérés totalement d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Vous trouvez encore beaucoup d'exonérations de ce montant. C'est un loto à 5 numéros. Ben, évidemment, on ne peut pas le faire tous les ans, mais ça peut se faire. Et si vous n'avez pas déjà ces deux dispositifs d'exonération, il y a le troisième qui a été indirectement évoqué aussi par M. Fouché, c'est le départ à la retraite. Alors sur le départ à la retraite, évidemment, il y a des conditions, il faut faire valoir ses droits à la retraite. On a 24 mois pour le faire, c'est une incitation à rester après avoir cédé, ce qui est contradictoire avec ce que vous disiez, qu'il ne faut pas beaucoup d'accompagnement. Déjà, c'est une question qui pourrait se poser sur un plan rédactionnel de la loi. Au départ, c'était 6 mois, et puis les repreneurs ont voulu augmenter 12 mois, puis 24 mois, ce qui fait que le produit, entre guillemets, le produit fiscal, est un peu perverti à la réflexion. Enfin, qu'importe. Donc là, on n'a pas de montant. Les chiffres d'exonération, en moyenne, c'est à peu près 1 million d'euros pour les départs à la retraite. Et simplement là, c'est un peu moins bon. Les chiffres sont élevés, mais c'est un peu moins bon parce qu'on n'est pas exonéré des prélèvements sociaux. Mais on ne paye que 15,50 par rapport à un taux que j'évoquais tout à l'heure, au moins de 34. Donc on voit bien que le cédant, si je traduis, est quand même traité correctement.
je ne dis pas que c'est mal. Et pourquoi je ne dis pas que c'est mal? C'est parce que mon voisin m'a dit qu'il y avait des problèmes de retraite. Et il faut évidemment les prendre en considération. Il faut savoir d'ailleurs, il ne faut pas être démagogue. À aucun moment il faut être démagogue. Il faut se demander ce que font les cédants des 300 000 € ou des 200 ou 300. Si c'est fait pour faire de l'assurance vie, est-ce que c'est une affectation économiquement la plus sérieuse? Oui. Oui, parce que c'est de l'épargne longue. Ah oui, mais ça, quand on vend des... Oui. Et l'épargne longue, alors assurance vie ne veut pas dire risque en capital systématiquement. Premier point. Deuxième point, c'est de l'épargne longue. Et c'est bien d'un déficit d'épargne longue dont on a besoin pour financer nos entreprises. C'est vrai, mais je traduis. Allez-y. Je traduis. Et on a dit pas de démagogie. Vous avez une exonération d'impôt sur 300 000 dont vous n'avez pas besoin. Vous les replacez en assurance vie dont vous n'avez pas besoin. Et vous avez une exonération de droits de succession sur des sommes dont vous n'avez pas besoin. Voilà grosso modo le scénario que l'on a en fiscalité quand on part du départ à la retraite, que l'on se met à 65 ans, 8 ans d'assurance vie. Eh bien, on espère qu'une seule chose, je vais vous le dire, pouvoir mourir sans avoir besoin de toucher à l'assurance vie. D'ailleurs, c'est un produit de transmission et ce n'est pas un produit de recettes complémentaires pour les retraites. Il faut le voir, on est d'accord. Oui. Donc, vous voyez que les 35%... Mais je crois que vous nous réservez une surprise d'une utilisation plus économique, évidemment, plus productive. Alors, on vous attend là-dessus. Évidemment. Je pense qu'on va en débattre. La question, mais enfin, moi, je n'ai pas fini sur mais je vais reprendre. Le vrai sujet, c'est donc le repreneur. Qu'est-ce que l'on fait pour le repreneur? Que le législateur a-t-il mis en place pour le repreneur? J'allais presque dire rien. Excusez-moi de le dire. On l'a oublié, le petit entrepreneur qui reprend une activité. M. Fauché nous a expliqué que les prix étaient élevés, que le prix était élevé principalement à la suite d'une valorisation du fonds de commerce, qui était par ailleurs un élément qu'on ne pouvait pas amortir. Très bien. Donc une dépense sans déduction fiscale. Deuxièmement, on a la déduction des frais financiers. Déduction des frais financiers, mais quand on regarde la réalité, c'est que bon nombre de petits exploitants individuels ne sont pas à l'impôt sur le revenu dans des tranches élevées. Il faut partir de la réalité. La réalité, c'est que l'exploitant, le commerçant, l'artisan, ils ne sont pas imposés à 40%. Quand ils ont un taux moyen de 10-12%, ils sont déjà bien imposés. Ce qui veut dire que la déduction des frais financiers, l'aide fiscale, entre guillemets, ça n'a jamais été 33 un tiers comme c'est pour une société qui déduit ses frais financiers de son bénéfice à 33 un tiers, mais c'est une aide entre 0 et 10%. Oui, c'est la tranche marginale. Oui, mais ce n'est pas quand même comme ça que l'on peut booster le repreneur. Si je regarde un troisième élément qui s'appelle les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, on va dire qu'ils se sont améliorés. C'est exact, on a 3%. Mais on vient de mettre en place un taux de 0,1% pour les cessions d'actions. Alors, quand vous regardez un petit peu, si on marche un peu sur la tête, les cessions d'actions, c'est 0,1% et le petit commerce, c'est 3%. La SARL, d'ailleurs, c'est aussi 3%. Il faudrait quand même que l'on puisse harmoniser, puisque c'est ça l'idée, harmoniser les droits d'enregistrement, quelle que soit la forme de l'activité. Je ne dis pas qu'il faille augmenter à 3% les droits sur les sociétés anonymes. Je pense que vous n'accepteriez pas. Mais que l'on puisse faire qu'il y ait des droits d'enregistrement plus modestes sur les entreprises individuelles, même si on peut mettre un peu plus, puisqu'il serait déductible de l'impôt sur le revenu. Mais comme l'impôt sur le revenu, je viens de dire que dans bon nombre de cas, il est marginalement à 10-12%. Donc on voit que l'avantage n'est pas tout à fait important. Donc vous voyez que quand on regarde du côté du repreneur, les frais financiers, les amortissements, les droits d'enregistrement, on voit qu'il n'est pas totalement aidé. On peut dire quand même qu'il a eu sans doute un avantage à voir. D'ailleurs, il faut l'expertiser parce qu'au départ, c'est toujours bien et puis à la fin, on reprend. C'est la CFE, Contribution foncière des entreprises, qui a quand même, avec la suppression de l'ATP, amélioré quelque peu les activités. D'ailleurs, pas spécialement les activités industrielles et commerciales, plus les activités BNC qui ont bénéficié là d'un régime un peu favorable, on va dire d'une opportunité. Donc voilà un petit peu le cadre général. Alors, face à cela,
On a 35% de droits, enfin potentiels, sur le cédant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour le moins, partager ces 35% avec l'avantage au repreneur? Et ça serait quoi? Ben, ça serait, par exemple, je l'ai écrit en 1992 pour vous dire que le temps est long, d'amortir fiscalement, puisque la comptabilité est ce qu'elle est, mais la fiscalité, elle est quelquefois autonome et réaliste, donc amortir fiscalement l'acquisition du fonds de commerce. Eh bien, ce serait un avantage, baisser les droits d'enregistrement un tout petit peu, et puis, au lieu d'avoir une déduction des frais financiers directement sur les résultats, bah, créer une sorte de crédit d'impôt que l'on fait pour tout le monde quand on souscrivait. C'est la mode. Quand on souscrit, enfin oui, c'est la mode. On attendra un petit peu méfier, oui. pour les modes. Mais c'est vrai que quand vous souscrivez au capital d'une PME, vous aviez 25%. Certes, ça a diminué un petit peu pour des raisons de conjoncture. Et quand vous déduisez vos frais financiers de l'entreprise, vous aviez que le taux d'impôt sur le revenu, substituons une réduction d'impôt à la question de la déduction de frais financiers sur le montant de ceci. Et avec ce dispositif, j'ai transféré l'avantage de 30% du cédant au repreneur, qui est quand même, de mon point de vue, mais je peux me tromper, celui qui doit être privilégié, et non pas celui qui quitte son entreprise pour des raisons diverses. Si par contre, il quitte son entreprise pour en acheter une autre, c'est un autre sujet, si vous me permettez, ça veut dire que là, je ne suis pas sûr qu'il faille prélever de l'impôt. Mais il faudrait, c'est ce que vous souhaitiez mettre en évidence, monsieur, c'était de dire, au fond, si je vends une petite boulangerie-pâtisserie pour en acheter une plus grande, c'est quand même dommage de payer des plus-values sur le prix de cession. Eh bien, ce n'est pas très compliqué d'imaginer un système d'exonération sous condition de réinvestissement. Et à ce moment-là, le système économique que moi je vous propose pour la petite d'entreprise en fiscalité, il devient cohérent, il prend en compte l'intérêt économique du pays, plus que, excusez-moi de le dire, l'intérêt patrimonial du cédant. Il faudrait évidemment, je vous l'accorde, cher monsieur, équilibrer mon dispositif par quelque chose sur les retraites, parce qu'il pourrait y avoir un déséquilibre qui n'était pas escompté. Voilà en ce qui concerne ma reprise, une petite reprise d'entreprise, très simple à mettre en place. Alors, si vous me donnez une minute, je vous la donne. Encore, parce qu'il y a un deuxième aspect qui n'a pas été évoqué. Et je l'ai indiqué en introduction, c'est l'aspect transmission à titre gratuit. La transmission à titre gratuit, ça pose des problèmes d'une toute autre nature. Je veux dire, presque, comme disait un magistrat à la Cour de cassation au Conseil des impôts, la transmission à titre gratuit, c'est quand même la moins chère. Il y a encore des magistrats qui sont pleins de bon sens. Et c'était plein de bon sens. Parce qu'évidemment, si on vous donne l'entreprise, c'est quand même plus facile à la développer que si elle doit faire quelque chose, et qui a été mis en évidence par M. Fouché tout à l'heure, c'est que ça fragilise. Moi, j'ai toujours appris que la transmission d'entreprise, ça l'a fragilisé. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien qu'avec la rentabilité de celle-ci, elle rembourse sa valeur sur une période que vous allez déterminer d'une 7-10 ans à peu près. Donc ce qu'on donne, excusez-moi d'utiliser votre fonction, ce qu'on donne aux banquiers, on ne peut pas le mettre dans l'investissement pour l'entreprise. Donc ça, c'est clair de mon point de vue. Ça fragilise l'entreprise. Donc, alors que la transmission est gratuite, comme il n'y a pas le prix à payer, eh bien évidemment, elle devrait être moins fragile. Reste à savoir si le repreneur familial est plus compétent qu'un repreneur de marché. Je disais cela souvent, on me dit les droits de succession, de donation sont trop élevés. Je dis écoutez, si le repreneur ne peut pas payer 30% du prix de l'entreprise, alors qu'il y a un acquéreur qui veut bien payer 100, il ne faut surtout pas le donner au fils, il faut le vendre. Voilà. Parce que celui qui l'achète sera meilleur que celui qui va lui donner. Donc normalement, ça coûte moins cher. Alors, ce qui coûte un peu cher, c'est le Code civil et non pas le Code général des impôts. Le Code civil, c'est quoi ? C'est qu'il faut quelquefois indemniser les frères et sœurs. Et quand on indemnise les frères et sœurs, ça, c'est comme si on payait un prix. Donc, et plus il y en a, et plus ça coûte cher.
Si on est 2, il faut payer 50%. Si on est 3, il faut payer 66%. Et si on est 4, il faut payer 75%. Et si c'est les Lacoste, ça finit en Suisse. Évidemment. Bon, on n'est pas encore en Suisse parce qu'on est dans la petite entreprise avec des personnes qui ne vont pas se délocaliser parce que leur marché est autour d'eux. Donc ça, c'est une question sans doute importante. Mais on a essayé d'imaginer ce qu'on appelle le pacte du Treil pour faire que tout le monde garde l'entreprise ensemble. Enfin, dans l'entreprise individuelle, c'est un peu particulier puisque en fait, ce sont les actifs qu'il convient de conserver. Mais c'est pas sûr que ça puisse fonctionner dans ce que je viens d'indiquer, d'avoir une entreprise qui serait en forme d'indivision entre 4 frères, dont un serait l'exploitant, les 3 autres feraient autre chose. C'est pas sûr qu'il n'ait pas besoin d'argent. Et donc, c'est pas si facile que ça. Le Code civil me pose un problème. J'ai pas trouvé de solution. Je crains que nous n'en ayons pas. Alors, sur les droits de succession ou de donation, il y a 2 choses. On peut attendre de mourir, évidemment, pour transmettre. Ça, ce n'est pas la solution la plus agréable. Pas la plus agréable, surtout pour le défunt. C'est là qu'on s'est le moins grondé. Oui, mais en fait, là, on ne maîtrise pas grand-chose. Mais il faut quand même regarder quelque chose. Parce que sur les transmissions gratuites, vous avez ce qui est anticipé, ça s'appelle la donation. Eh bien, il y a eu des modifications qui ne se sont pas révélées favorables. Il faut le dire, c'était au mois de septembre 2011. Et en modifiant le barème des droits de donation pour en fait supprimer ce qu'on a appelé dans notre langage de fiscaliste les mesures d'âge, c'est-à-dire pour donner le plus vite possible, on crée des abattements qui étaient le plus élevés plus on était jeune. Chacun a compris et chacun le sait. Mais on les a supprimés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les droits de donation sont de même montant que les droits de succession, sauf entreprise individuelle dans un cas tout à fait spécifique. C'est peut-être pas sûr que ce soit la meilleure méthode qui ait été utilisée pour pouvoir transmettre à titre gratuit des entreprises. Je pense, quant à moi, qu'il eût été préférable de continuer à faire que pour les transmissions par donation en pleine propriété, on puisse avoir toujours des droits de donation qui étaient plus faibles que les droits de succession. C'est une réforme sur laquelle peut-être un jour on verra qu'il convient de revenir. Alors, sur ces droits de succession-donation, néanmoins, ils ne sont quand même pas trop élevés quand on les met dans les chiffres qui nous concernent, entre 300 et 500 000 euros de transmission d'entreprise. On a des droits qui sont, grosso modo, à un peu 5%, 6%, qui n'est quand même pas extraordinaire. Puis vous avez des modalités spécifiques de pouvoir les différer, de les étaler, ce qui fait qu'on peut faire cela sur une quinzaine d'années. J'ai le sentiment, je vous le dis comme je pense, que ce n'est pas un sujet majeur, la fiscalité, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, du point de vue de son coût fiscal. Alors, ensuite, il y a une petite précision que je tiens à donner, qui peut être utile aux exploitants. C'est quand même qu'en fiscalité, on a une différence assez notable et avec des conséquences peut-être pas toujours légitimes entre ce qu'on appelle une entreprise individuelle, une société de personnes, et puis des plus-values des particuliers. C'est la raison pour laquelle je rebondirai sur le URL. Vous avez chez nous les plus des professionnels qui sont imposables, y compris en cas de transmission à titre gratuit. Par contre, les plus des particuliers ne sont pas imposables lorsqu'il s'agit d'une transmission à titre gratuit. Donc là, on garde ça, on dit pourquoi. Alors on se dit, oui, mais si je donne mon entreprise, la plus-value ne sera quand même pas imposable parce que le donataire va pouvoir exercer son activité pendant 5 ans dans l'entreprise qu'on lui a donnée, et grâce à ce délai de 5 ans, eh bien, il pourra permettre l'exonération. C'est exact. Et la première observation, c'est que l'on ne peut, dans ce cas de figure, que transmettre à quelqu'un qui exerce la même activité que vous. Alors, en cas de donation, bien entendu, que vous choisissez votre donataire qui est dans la continuité du métier. Oui, dans la continuité du métier, c'est le mot. Merci, monsieur. Et simplement, en cas de décès, la question ne se pose pas de la même manière. Parce qu'en cas de décès, ce sont les héritiers qui les reçoivent. Et les héritiers qui reçoivent l'entreprise, eh bien, ils ne vont pas devenir boulangers s'ils sont experts comptables. Par conséquent, la plus-value de transmission gratuite sera imposable parce que le repreneur n'est pas l'héritier n'est pas le repreneur. Donc ça, c'est une question qu'on n'a pas dans
dans les plaidoyers particuliers. Alors, si je prends un petit exemple simple, si je suis dans une EIRL, qui est à l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'inconvénient d'ailleurs par rapport à l'entreprise individuelle, mais vous savez qu'elle peut être à l'impôt sur les sociétés. Et quand elle est à l'impôt sur les sociétés, eh bien, la plus-value de transmission gratuite, c'est une plus-value des particuliers, et que donc la plus-value est exonérée du fait du décès de l'exploitant, alors que dans l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, le décès de l'exploitant ne conduit pas à cette exonération. Vous voyez des petits messages que les professionnels que vous êtes savent faire passer aux exploitants, qui eux savent s'ils ont des héritiers potentiels qui sont des repreneurs ou pas. Et puis on pourra ajouter en dernier lieu, mais je suis trop long, qu'il y a quand même des questions de droit d'enregistrement sur la transmission à titre gratuit. Ce sont les familles recomposées. Et donc on a quelquefois un repreneur qu'on a élevé, mais qui est de fait un tiers. Et là, les droits d'enregistrement dont je disais il y a quelques minutes qu'ils étaient faibles deviennent élevés. Et donc ça pose aussi des questions qui pourraient peut-être trouver solution. Voilà en quelques mots. Voilà quelques beaux sujets de lobbying que vous avez confiés. Et à la fédération et aux experts comptables, aux notaires